Tout le monde va bien? Ouais. Non. Ça se passe bien, la Gilles Tournezel? Ouais. Vous n'êtes pas trompé de ça? J'ai le titre, du coup. Alors, j'ai pas mis la salle et l'orateur, parce que j'ai oublié, mais en même temps, vous disiez, vous savez où vous êtes, normalement. Et puis moi, je vais donner mon nom tout à l'heure, donc ça va bien se passer. Je suis très très content de jouer. Alors, moi, j'ai pas mis de mots-clés agiles dans le titre. Je me suis dit que ça allait peut-être perturber les gens, mais en même temps, de toute façon, la moitié des comptes, je vais vous raconter ce qui s'est passé pendant un an dans une start-up française où je suis intervenu au début sur un poste qui n'était pas très clair, on ne savait pas vraiment trop ce que j'allais faire, et puis qui s'est transformé en quelque chose de finalement assez sympa. Je vais essayer d'aller vite. Alors j'ai tendance à beaucoup parler et à me perdre dans ce que je dis, mais normalement, je vais vous donner l'essentiel de ce que je vais vous dire. Il y aura des trucs qui serviront à rien, et c'est pas grave, et puis il y aura des trucs qui normalement vous aideront à réfléchir et à aller plus loin par la suite. Avant qu'on commence, qui a travaillé ou travaille déjà en start-up ici? Voilà. Alors à chaque fois, j'attends que quelqu'un me le demande parce qu'on me demande systématiquement. La start-up, c'est une boîte qui travaille dans l'innovation et qui n'a pas beaucoup d'argent. Jusqu'à la prochaine levée de fonds, tu veux dire. Voilà, c'est ça. Jusqu'à la prochaine levée de fonds. Mais produits d'innovation et qui utilisent les nouvelles technologies. Vous avez beaucoup d'argent? Alors, du coup, comment c'est bien? Alors, moi, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait. Des fois, je vais dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Des fois, je dirai rien. C'est juste ce qu'on a fait. Nous, ça nous a aidés. Et vous en retirez ce que vous voulez. De toute façon, c'est très subjectif derrière. Est-ce que c'était comme ça qu'il fallait faire ou pas? Mais des fois, quand même, je vais vous dire ce que moi j'en retiens à la fin. Et c'est important, mais alors là, il y a les waouh. Je peux m'arrêter un peu quand même. Ça m'a coupé les argent quand même. De start-up à licorne, oui. Donc la start-up dont je parle, effectivement, elle est passée de j'ai pas beaucoup de choses, j'en ai beaucoup trop. Et puis ça y coupe, je suis une licorne. Une licorne, pour les gens qui ne savent pas, c'est une start-up qui est valorisée à 1 milliard. La valorisation, ça veut dire quoi? C'est du bullshit, hein. C'est des gens qui disent si tu me vends ta compagnie aujourd'hui, a priori je te donne cette somme-là. Mais dans les faits, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est juste qu'il y a un potentiel sur le marché qui fait que ça pourrait valoir beaucoup d'argent. Des licornes, on en a quand même pas mal. Alors, il faut savoir qu'en France, moi, je n'ai pas précisé, mais je travaille en région parisienne, du sud de la France, mais je travaille sur Paris depuis assez longtemps. Il y a un objectif en France de 25 licornes, il me semble, à 2025, et en fait, on les a déjà dépassés. Ouranou, super fort. 27 licornes. Ça, c'est les sponsors. Depuis ce matin, je pense que vous les avez vus plein de fois, donc vous les connaissez, mais c'est grâce à eux qu'on est là, donc c'est quand même important de leur dire merci. Et on espère qu'ils vont continuer à sponsoriser l'année prochaine, parce que c'est grâce à ces événements-là qu'on peut. Moi, je viens vous raconter des trucs qui vous intéressent ou pas, mais je suis content de le faire, donc c'est cool. Et puis, ça nous permet tous d'apprendre des choses. J'aime bien. Faites orateur, vraiment, même si vous avez l'impression, au début, je me suis dit jamais les gens vont être intéressés par ce que je raconte, et puis les gens continuent à venir, donc je continue. Des fois, il faut que je teste un jour de mettre un titre qui n'a rien à voir avec ce que je raconte, juste pour voir. Un peu d'infos sur les startups. Alors, ça, c'est les chiffres de la French Tech. Si on prend les chiffres de la DGSE, donc la Direction Générale de l'Économie, je ne sais pas quoi, enfin, les gens qui s'occupent de sortir des chiffres sur l'économie en France et les entreprises, ils n'ont pas les mêmes chiffres du tout. C'est-à-dire que là, la French Tech, elle nous dit on a à peu près 20 000 startups en France. La DGSE, ici, il y en a une ou deux. Je ne sais pas quelle définition ils ont entre les deux, mais c'est pas la même. Je vais rester sur ceux de la French Tech parce que moi, je travaille dans le domaine de la tech, donc c'est ce qui m'intéresse. 500 000 employés, à peu près. Il y a une moyenne de 23 employés par startup. Alors ça varie énormément, hein. Il y en a qui sont 2 et il y en a qui sont 900, mais en gros c'est 23 employés par startup. Le chiffre qui fait un peu mal quand même, à 5 ans, 80% des startups ne vont pas survivre. Voilà. Il faut en être conscient quand on va travailler dans ce milieu-là, et surtout quand on se lance au début dans l'aventure. C'est vachement sympa, Jean-Michel qui fait un détecteur d'aubergines bio pour son quartier, et il y a des chances que ça marche que au début, parce qu'on peut lever des sous. Au bout d'un moment, ça marche très bien. 11,6 milliards d'euros investis en 2021. C'est quand même, moi j'ai du mal à même mettre ma tête autour de ça. C'est un chiffre qui à la fois est très petit pour des grosses entreprises, mais qui en même temps, c'est quand même beaucoup d'argent. 11,6 milliards d'euros, on en fait des trucs avec. Donc il y a cet argent-là qui a été investi
en France, dans le domaine des startups tech. Et donc entre 25 et 30 licornes. Pourquoi je dis entre 25 et 30? C'est qu'en fonction des sondages et de qui on va voir, quelles sources d'informations, on n'a pas les mêmes. Il faut savoir qu'une licorne qui est passée en bourse, elle n'est plus une licorne, parce que du coup, il y a un actionnariat un peu différent qui se met en place. Bref, on est entre 25 et 30. Voilà, comme je disais tout à l'heure. Ça, c'est moi. C'est le slide évolué. C'est sympa. Parce que 17 ans, ça fait 17 ans effectivement que je travaille dans le produit et la tech. Je viens du monde de l'ingénierie. Au départ, j'étais software engineer. Et puis, je me suis perdu à un moment donné. J'ai fait du PMP, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est de la gestion de projet très classique. Voilà. Maintenant, ça me provoque un peu d'urticaire. Mais j'ai appris des trucs très très bien pour le PMP. J'ai appris des choses qui sont super intéressantes. Et aujourd'hui, j'interviens comme Scrum Master, Coach Agile ou Manager, et des fois en même temps. Et je sais qu'il y en a qui vont dire oui, mais c'est pas bien, Scrum Master Manager, ça ne marche pas. C'est une discussion que je serais ravi d'avoir, parce que je pense que c'est pas ça le problème. Un manager qui a un très bon mindset, on s'en fout en fait, ça va bien se passer, dans l'absolu. Les rôles, c'est juste des titres qu'on met, mais ce qui est important, c'est comment est-ce qu'on exécute ça. Je suis super sympa, demandez aux gens, ils vont tous vous dire. Olivier, il est super sympa. C'est pour ça que vous avez venu, People, Product and Tech. Alors, Product and Tech, c'est le milieu dans lequel j'évolue depuis toutes ces années. Et People, parce que, en fait, quand je faisais du code, moi j'aime bien coder, mais j'aime bien juste coder. Dès qu'il y a des outils, des machins, ça me saoule. Quand j'arrive dans une mission qu'il faut configurer des trucs, j'ai déjà plus envie. Et je me suis surtout rendu compte que j'aimais vachement plus discuter autour de la machine à café et essayer de comprendre les gens. Que de faire des lignes de code, donc c'est pour ça que petit à petit je me suis dirigé plus là-dessus en termes de carrière. Je fais comme tout le monde, je regarde mes slides alors que je les connais, mais je suis incapable de m'enlever ce type-là, donc je continuerai à faire. Ça, c'est des trucs que vous ne retiendrez pas, mais si vous voulez aller voir, voilà, je suis sur LinkedIn, on mail qui ne sert à rien, et j'écris des articles sur Medium. Des fois j'en publie un par semaine, et des fois j'en publie un tous les 6 mois. Ça dépend de ma motivation et de ce qui se passe dans ma tête. Des fois il y a des trucs, je me dis, putain, j'en ai marre, forcément j'en parle. Encore Store, c'est la startup dont je vais vous parler. Encore Store, en quelques mots, c'est une marketplace B2B qui connecte des retailers et des marques et des revendeurs indépendants. Je vais essayer de faire un minimum d'anglicisme possible, mais il ne va rien avoir. Donc voilà, c'est une marketplace. Et par contre, c'est super intéressant, c'est vraiment que des indépendants. Ils ne vont jamais travailler avec Carrefour et avec Sony, des trucs au hasard. Ce qu'ils ont créé, c'est tout un écosystème qui permet à ces gens-là qui n'ont pas soit les moyens d'investir dans des gros systèmes de mise en relation, parce qu'il y a le côté marketplace, donc qui vous permet d'exposer vos produits, etc., mais il y a tout aussi un système d'analyse, de support, de démarche financière derrière, avec du buy now, pay later, pour ceux qui connaissent. Voilà. Tout un ensemble d'outils qui est super intéressant pour ces gens-là. Et ils ont eu énormément de succès. C'est allé très très vite. Et donc, c'est vrai qu'au bout de 2 ans, moi, quand je les ai rejoints, ils ont, en l'espace de 5 mois, fait 2 très grosses levées de fonds, qui ont du coup aussi ramené une espèce de course à la croissance derrière, qui faisait partie de la stratégie de l'entreprise, et qui fait que je suis là aujourd'hui. C'est à ça qu'a ressemblé la croissance en termes de nombre de personnes. Donc, en juin 2019, ils lancent la société. Donc, je mets 0, mais en fait, bon, c'était pas 0, hein, il y avait un minimum les 4 cofondateurs et 2-3 personnes qui sont arrivées. Moi, je suis arrivé en mars 2021, et donc à ce moment-là, on a 60 personnes à peu près dans l'entreprise et 6 personnes dans la tech, plus 2 personnes côté produit. Okay. Septembre 2021, je vous expliquerai pourquoi je parle de cette date-là, mais on a déjà pas mal grandi, il doit y avoir 300-400 personnes dans l'entreprise, et on est arrivé à une trentaine de personnes côté tech. Et quand je pars, moi, en juillet, donc un an et demi après, on va dire, l'entreprise elle a 900 personnes et on a plus de 250 personnes entre la tech et le produit. Donc en l'espace d'un an, on est passé de 8 à plus de 250 juste sur la tech et le produit. Et ça a été une jolie course sur la montre. Mais du coup, il s'est passé plein de choses qui nous ont permis de faire ça. Parce que, outre le fait est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, c'est un débat qu'on peut avoir aussi. Ça a marché, on a réussi à le faire. Et je vais vous expliquer un peu aujourd'hui. Alors, si on ne fait pas attention, ça peut ressembler à ça quand même. C'est-à-dire que le résultat, c'est très rapidement un truc où on dit les gens courent tout nus en s'arrachant les vêtements. Donc on ne veut pas ça évidemment, même si c'est assez rigolo. J'ai quand même la curiosité d'aller visiter leur tour. Quelque part, j'ai envie d'y aller. Non, si vous ne voulez pas arriver à ça, il faut avoir un plan. Et ça, c'est quelque chose qui. Donc, au début,
début de l'aventure, pendant à peu près donc de mars à septembre, on était encore assez petits. Mathieu Landrin, qui était le CTO à l'époque et qui est l'un des cofondateurs, qui est toujours dans l'entreprise, on travaillait un petit peu tous les deux sur structurer l'équipe tech, commencer à la faire grandir. Et en parallèle, il était en train d'aller chercher quelqu'un qui avait l'expérience d'une hypercroissance, parce qu'il savait que ça allait arriver. Et cette personne est arrivée plus ou moins en septembre. Quand cette personne elle est arrivée, elle nous a dit le premier truc qu'il faut qu'on mette, sur lequel on se met d'accord aujourd'hui, c'est qu'il nous faut un plan. En fait. On ne va pas pouvoir improviser. Improviser, ça marche quand on a une croissance plus ou moins naturelle. Dès qu'on part sur quelque chose d'exponentiel, on va prendre un raz-de-marée. Et si on n'est pas préparé, c'est sûr que ça ne va pas bien se passer. Et c'est finalement assez logique. Moi, au début, j'avais un peu de mal. J'ai toujours eu ce côté, non, en fait, on voit ce qui se passe, et puis on adapte, et puis on vend des trucs, mais quand tu vas très très vite, c'est vrai que ça marche pas. Alors ça veut dire que le plan, ce ne sera peut-être pas le meilleur plan, mais au moins il va vous permettre d'anticiper les choses et d'avancer. Ça, c'est les différents éléments sur lesquels il va falloir travailler. Donc les principes d'ingénierie, structure et organisation, rôle, process de recrutement, évidemment, les protocoles sur les équipes. Oui, il va falloir penser à tout ça. Et plus ou moins dans cet ordre-là. Et surtout, tous ces éléments-là, il va falloir qu'ils soient diffusés, partagés, et que tout le monde y ait accès, que tout le monde puisse réagir. Donc il y a toujours cette question de la transparence qui est super importante dans le process, si vous ne voulez pas qu'il y ait de résistance au truc, parce que quand vous ne parlez pas des choses, les gens, ils en parlent entre eux de toute manière, et ils vont se faire leurs idées. Donc il vaut mieux partager au maximum. Premier truc dont je vais vous parler, c'est le recrutement. Parce que comment on veut grandir, il faut recruter des gens. Le recrutement, il y a 3 éléments principaux qui nous ont beaucoup servi et qui ont permis d'avoir cette croissance rapide. Et le premier, qui n'était pas forcément, en ce qui me concerne en tout cas, quelque chose de... Mais ce n'est pas forcément le truc auquel je voudrais passer en premier, c'est qu'on va faire le top-down. Je vais l'expliquer. L'objectif, c'était de démultiplier la capacité de recrutement pour pouvoir rapidement former des équipes. Et pour pouvoir faire ça, à un moment donné, il va falloir avoir un petit peu les chefs de file qui vont créer ces équipes. Ce qui est important là-dedans, c'est que premièrement, vous recrutez d'abord des managers, et ces managers-là vont aller recruter et former leurs équipes. L'avantage de cela, c'est qu'il y a beaucoup de gens, et moi j'ai eu des feedbacks derrière, on ne faisait pas forcément ça au début. Au début, il y a quelques managers qui nous disaient, moi j'étais le premier engineering manager finalement à rejoindre encore ça, puis après l'équipe s'est étoffée. Et au début, on faisait tous un peu ensemble les entretiens, et puis après on se disait, a priori, le candidat va plutôt aller dans telle ou telle équipe en fonction des films qu'il y a eu, de ce qu'on lui a présenté. On a leur demandé un feedback, et puis nous aussi, on essayait de voir qu'est-ce qui faisait sens. Le problème de ce truc-là, c'est qu'on avait pas mal de candidats qui arrivaient et qui disaient « Ah, mais du coup, mon manager, c'est pas la personne qui m'a fait l'entretien. » Et finalement, il y a quelque chose, et moi, en y réfléchissant en 2 secondes, mais moi, je me dis, il y a quelque chose qui se crée pendant l'entretien, et qui fait qu'en fait, on va vouloir aller plus loin dans le process. Et une espèce de lien, finalement, qui a rassuré, et qui a fait qu'on a voulu continuer. Et du coup, c'est pas que ce soit grave, mais cette perturbation de finalement j'arrive, en fait je ne connais pas du tout la personne avec qui je vais travailler, ça a perturbé certaines personnes. Et ce côté top-down, outre le fait que ça démultiplie très vite et que voilà, maintenant j'ai des gens et puis ils vont former les équipes et ça va être plus simple, ça permet de créer du lien tout de suite entre eux. Je suis en train de te recruter pour mon équipe, je peux te présenter mon équipe, te vendre ce que nous on va faire, pourquoi notre mission elle est trop chouette. Donc ça a vraiment beaucoup aidé, très efficace. Et du coup ça remontait, c'était la stratégie qui était en place, mais ça remontait. Je vais prendre des engineering directors, je les recrute, ils vont aller recruter des engineering managers, ils vont aller recruter des software engineers. La structure qu'on avait, au final, elle était assez classique. Je parlais de chemin de carrière, assez classique dans les startups aujourd'hui en tout cas. Vous avez des équipes, des engineering managers qui travaillent avec des product managers sur chacune des équipes. Au-dessus, sur un niveau tribe, on peut dire, donc regroupement d'équipes, on va avoir un engineering director avec un product director, et puis on remonte jusqu'au CTO, CPO, qui sont les chefs de file de tout ça. Le deuxième point, c'est l'international. Ça, c'est super évident, mais c'est vrai que l'entreprise est française. Au début, il y a eu beaucoup de recrutement en France, et en fait, dès que vous commencez à vous ouvrir dans l'international, premièrement, vous allez vous retrouver avec beaucoup plus de candidats possibles, et donc c'est plus sympa parce que vous allez trouver des gens qui sont très différents, ça va permettre de travailler sur la diversité des équipes. Deuxièmement, on se retrouve dans des pays où les périodes de préavis sont beaucoup plus courtes. On passe de 3 mois à plein de pays où c'est 2 semaines. Donc on interviewe des candidats qui nous disent moi dans 3 semaines je peux être chez vous. Au lieu de nous dire j'arrive dans 3-4 mois. Ça mine de rien, c'est pareil, ça permet d'aller beaucoup plus vite et de créer en plus des équipes multiculturelles qui, pour plein de raisons, c'est pas le sujet de la conf, mais sont quelque chose d'important. La diversité, ça amène beaucoup de points positifs.
Donc aller à l'internal, c'est super bien. Après, pour la petite histoire, le responsable, le chief people officer, le DRH, concrètement, à un moment donné, à chaque fois que je l'appelais, il était en panique, parce que je l'appelais juste pour lui dire « J'ai un mec super bien, mais il habite en Russie. Est-ce qu'on peut engager des gens en Russie ?» Et la semaine d'après, je dis « J'en ai trouvé un autre, il est en Italie, est-ce qu'on peut engager des gens en Italie ?» Donc il voulait me répondre, parce qu'à chaque fois, il fallait ouvrir un nouveau pays. Et il faut mettre en place une structure pour pouvoir engager dans un pays, donc c'est compliqué. On a trouvé des solutions alternatives. Il y a notamment remote.com, si jamais vous voulez engager des gens un peu partout. Eux, ils vont gérer un petit peu toute la partie administrative et vous permettre d'engager des gens partout dans le monde. Enfin, c'est limité à un certain nombre de pays, mais c'est quand même très efficace. Ils sont très sympas. Le dernier point, il est super important et c'est peut-être celui qu'il faut retenir le plus de tout ce que je viens de dire. Quand on essaie de recruter, enfin quand on veut recruter, faire grandir les équipes, il y a un moment où, sans même s'en rendre compte, le focus il va être sur « je recrute ». Il va être beaucoup moins sur « je suis en train de construire mon équipe ». Et la différence est super importante parce qu'on va être dans une situation où et ça m'est arrivé, j'arrive à la fin d'un entretien et je me dis « c'est cool, le candidat est sympa, je pense qu'on pourrait bien bosser ensemble, il y a une bonne... Enfin voilà, c'était cool, donc on va passer à la suite ». Il y a une grosse différence entre « c'était cool » et « je veux absolument avoir cette personne dans mon équipe ». C'est pas du tout la même dynamique. Et l'une des questions que j'ai commencé à me poser alors qu'il vient pas de moi. Il y a un bouquin que j'ai lu, c'est No Rules Rules, livre de Netflix, super intéressant à lire au passage, sur la culture de Netflix et comment ils ont construit leur entreprise. Je ne veux pas dire que j'irai bosser chez eux, mais c'était intéressant. Ils ont une question pour les managers avec leurs équipes qui dit si cette personne devait partir demain, quel effort je serais prêt à fournir moi en tant que manager pour la convaincre de rester? Si la réponse c'est pas tellement, ça veut dire c'est pas grave. Personne-là peut partir. Et du coup, j'ai commencé à appliquer ça au recrutement. Me dire, quand je vois un candidat, à la fin de l'entretien, je me dis, si ce candidat-là, je lui fais une offre demain, il me dit, non, ça ne m'intéresse pas, quel effort je suis prêt à fournir pour le convaincre de rejoindre mon équipe? Si la réponse c'est, je ne vais pas forcément y passer beaucoup de temps, mais je vais arrêter le process. Je ne vais pas aller plus loin dans le process de recrutement, je vais dire, c'est pas grave, c'est juste que finalement, c'est pas vraiment la bonne personne. Je ne vais pas me battre pour qu'elle vienne chez moi. Cette question-là a vachement changé la dynamique et l'approche du recrutement. Je suis plus vraiment sur une dynamique où j'essaye absolument de recruter plein de gens et j'essaye vraiment plus de former l'équipe qui va aller 28 minutes. On n'est pas trop mal. C'était sur le recrutement. Deuxième étape, onboarding. Alors comme vous avez passé du temps et de l'argent à recruter des gens, ça serait bien qu'ils ne partent pas dès qu'ils sont arrivés. Et donc l'onboarding va forcément être... Et bizarrement, en tout cas en France et dans mon expérience professionnelle, on accorde assez peu d'importance à l'onboarding, quelle que soit la taille des entreprises. Pour des raisons, certaines qui sont bonnes et certaines pas, mais peu importe. L'onboarding, souvent, c'est assez mal fait et c'est quelque chose qu'on c'est un peu à l'arrache, on ne fait pas trop attention. C'est super important l'onboarding, parce que c'est ça qui va faire que dès le début, le candidat il arrive, il a envie de rester, il va être investi, il va être content. Quelques éléments super importants, les buddies. Avoir un buddy qui va vous accompagner dès le début. Donc un buddy, c'est quoi? Ça va être une personne qui, de préférence, a un poste équivalent au vôtre, et qui connaît en fait l'environnement, enfin qui sait à peu près ce que vous allez faire au quotidien, et qui va pouvoir vous accompagner pour vous expliquer comment ça se passe, pour répondre à vos questions. Et dans le cas d'un dev par exemple, le mec va vous aider à installer votre environnement, il va faire du développement avec vous les premiers jours en pair programming, il va répondre à vos questions, vous aider aussi à aller vous présenter avec les autres membres de l'équipe, potentiellement vous dire ça serait bien que tu ailles faire telle ou telle personne qui n'est pas forcément chez nous, mais elle est cool, elle va te raconter des choses sympas. Donc voilà, c'est juste une personne qui est là, qui est dispo et qui va vous accompagner aussi longtemps que nécessaire. Tant que vous avez besoin de cette personne-là, elle est là, elle vous accompagne, elle répond à vos questions. Alors, le manager doit être là aussi, évidemment. Et il est là pour vous aider, pour faire en sorte que cet onboarding se passe bien. Et le manager, il ne va pas être là toute la journée avec vous au quotidien, parce que c'est comme ça qu'il a d'autres choses à faire aussi. Et du coup, ce body, ça a été un levier phénoménal. Pour la petite histoire, cet onboarding-là, il y a une prise de conscience au bout de quelques mois, c'est qu'on ne s'était jamais proposé la question, parce qu'on n'avait pas vraiment de feedback négatif. Les gens, ça avait l'air de bien se passer. Jusqu'au jour où on a une personne qui a démissionné au bout d'un mois. Elle est partie très très vite, et elle nous a fait un mail assez dur sur le pourquoi elle était partie. Qui a été un mail du coup très, très honnête. Son manager nous a partagé ce mail à toute l'équipe de management, il nous l'a partagé en disant voilà le feedback que j'ai reçu, il a fait un sacré d'essai,
Du coup, faut qu'on en discute. Il y a une vraie prise de conscience de, effectivement, notre onboarding, il est compliqué. On demandait aux gens de réaliser des opérations dès le début, on ne s'était même pas rendu compte que ça pouvait être super anxiogène. C'était très stressant. Donc on a beaucoup travaillé sur l'onboarding. Il y a 3 personnes côté management qui sont mis à fond là-dessus et qui ont permis d'améliorer. Alors ça va beaucoup mieux. Quelques mois plus tard, les gens disaient c'est vachement bien votre onboarding, il est vraiment cool, il est un peu trop. Donc on est allé un petit peu trop loin. On a réajusté derrière en disant voilà, maintenant on en fait trop, il va falloir aussi avoir trouvé le bon équilibre. Il y a Body très bien. Des vidéos et de la documentation. Ça paraît évident, mais en fait la documentation, en agilité, c'est pas un gros mot non plus la documentation, c'est quand même bien en fait. On en a besoin. Donc documenter les choses, documenter globalement comment marche l'entreprise ou la tech, mais surtout documenter votre équipe. Et on avait fini par avoir un template. Alors moi j'étais le premier à le voler, mais en fait il y a un manager qui avait créé ça pour son équipe. Et quand je l'ai vu, j'ai trouvé ça génial. Et au final, on a tous utilisé. Il y avait un template qui était spécifique à chaque candidat. Alors c'était spécifique, il y avait son nom et sa photo qui changeaient globalement. Mais il y avait toutes les étapes d'accompagnement sur les premières semaines de qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu peux attendre des activités, quelles sont les questions que tu peux aller poser à qui, etc. Cette documentation-là spécifique, elle a été super intéressante et ça a permis aux gens aussi d'être un peu plus à l'aise. Et dès le début, on a un truc très structuré sur tu te poses moins de questions, tu sais où aller, tu sais quelles sont les étapes. Et ça allait de j'installe mon environnement, je vais aller trier un bug, à je vais aller faire des one-one avec telle et telle personne pour me présenter. Donc ça permet de structurer tout ça. J'ai beaucoup trop dit structuré, maintenant ça marche. Documentation et les vidéos. On a eu des présentations, donc parmi les efforts qu'on a fait, c'est des présentations de chacune des équipes et globalement de qu'est-ce qu'on fait. C'est quoi notre domaine de responsabilité? Qu'est-ce que l'on vient de livrer là récemment en production? Quelle est la valeur qu'on a créée? Et quels sont les éléments sur lesquels on travaille en ce moment? C'est pour donner une vision un petit peu globale. On faisait ça dans la tech, mais pas que. Il y avait d'autres départements aussi qui faisaient ça. Et donc, on était sur des cycles de 2 semaines au niveau de l'onboarding, avec des groupes de gens qui arrivaient. Et toutes les 2 semaines, les gens revenaient présenter le truc. Alors, même moi, j'ai dû le faire sur la tribu sur laquelle je travaillais. Je venais présenter la tribu toutes les 2 semaines, etc. Ce qui est vachement bien, mais finalement, toutes les 2 semaines, vous racontez la même chose. Ça vous prend 1 heure, 1 heure et demie avec les questions. Et du coup, c'est quand même chronophage, il y en a des choses à faire. Et jusqu'à ce qu'il y ait des gens qui réfléchissent, qui ont dit, en fait, on filme, et puis voilà, on filme le truc, et puis on donne les vidéos. Premièrement, ça permet aux gens d'être aussi autonomes sur l'ensemble du process. Ils vont aller regarder les vidéos quand ils ont envie, de la même manière qu'ils vont aller lire la doc quand ils ont envie. Et puis nous, ça nous évite de repasser du temps. Ça a l'air super l'idée, mais moi, j'y avais pas pensé. Je trouve ça très cool. Faites des vidéos, c'est cool, des vidéos. Le 3e point, les Discovery Reports, donc les rapports d'étonnement en français. Et les rapports d'étonnement, on connaît tous ça, et en fait, on en fait très peu. Enfin, moi, je sais que j'en ai très peu vu finalement dans les entreprises, alors que c'est super intéressant. Parce qu'on peut être même le mec le plus fort au monde, quel que soit votre poste et votre rôle, peu importe. À un moment donné, on rentre dans le système, il y a plein de choses qu'on finit par accepter sans même s'en rendre compte. C'est normal, c'est dans le quotidien. Et ces rapports d'étonnement, c'est des gens qui ont un œil neuf sur la situation et qui, après 1 mois, 1 mois et demi dans l'entreprise, vont dire voilà les trucs que j'ai notés, les trucs qui étaient cool, les trucs qui m'ont étonné. Les trucs qui ont fait, je me dis, c'est bizarre qu'on fasse comme ça, je n'avais pas vu ça avant. Ou en tout cas, nous, on ne l'avait pas attaqué de cette manière dans les expériences précédentes. Ces rapports d'étonnement, ça a beaucoup de valeur. Je pense qu'il faut absolument les utiliser et demander aux gens de le faire. Est-ce que vous n'avez pas des difficultés à avoir ces rapports d'étonnement? Ça va être un... Alors, tu veux dire que les gens n'osent pas le faire ou que les gens n'ont pas? Ça, c'est un problème de culture. C'est une discussion. C'est une bonne culture d'entreprise. Les gens, il n'y a pas de raison qu'ils se sentent pas à l'aise sur le fait de le faire. Et ça se met en place dès le début. Si la personne est là depuis 1 mois, normalement, elle devrait être à l'aise parce qu'elle a déjà vu que le contexte et l'ambiance sont propices au fait que tu peux dire des trucs, on ne va pas venir te taper dessus. C'est l'idée qu'il y a derrière. Si c'est plus, j'ai la flemme de faire le rapport, je ne vais pas obliger les gens à le faire. Mais par contre, sur le côté, est-ce que j'ose dire des trucs, ça dépend de la culture de ton entreprise. Il faut travailler, mais après, c'est une autre discussion. À un moment donné, tu travailles, tu essaies de changer des choses, et si vraiment c'est toxique, il faut aller ailleurs. Ça, c'était l'onboarding. Voilà. Oh, on a déconnecté.
passé. Le management et coaching. Donc là, on va revenir un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Le fait qu'un coach ou un Scrum Master soit manager, moi, ça ne me dérange pas du tout. Parce qu'en fait, c'est une question de mindset. Un manager, s'il a le bon mindset, enfin un Scrum Master, s'il a le bon mindset, il peut être un manager, ça ne va pas changer la dynamique de l'équipe et ça ne devrait pas avoir d'impact négatif. Et si un Scrum Master n'a pas le bon mindset, il ne sera pas bon Scrum Master de toute manière. Donc dans l'absolu, la problématique dans cette position-là, c'est qu'on peut retomber sur de l'injonction. À un moment donné, j'arrive pas à faire passer les idées, donc je vais prendre la décision et on fait comme ça. Et si vous faites ça, c'est pareil, je pense qu'il y a un sujet de fond à traiter, soit sur la personne qui se retrouve obligée d'être dans cette situation, soit sur le fait que cette personne-là ne devrait peut-être pas être manager ou Scrum Master. Ceci dit, il y a des managers dans la salle? Ok. Dans la tech? Ok. Vous faites de la tech encore aujourd'hui? Vous n'êtes pas un tech lead? Si c'est ça la première réaction que vous avez, la petite image, je vais expliquer pourquoi. Vous n'êtes pas un tech lead et c'est une discussion que j'ai eue de nombreuses fois. J'ai écrit un article dessus parce que j'en avais marre d'avoir la même discussion. Je ne dis pas que c'est pas bien d'être très bon techniquement quand on est manager. Si vous êtes très bon techniquement, tant mieux. Je dis que ça ne devrait pas être un prérequis. Et dans l'absolu, je vais même aller plus loin, ce n'est pas du tout ce que j'attends d'un manager. Je pense que c'est important quand on est manager et qu'on va accompagner les gens, quel que soit votre métier. C'est important d'avoir l'expérience du métier des gens que vous managez. Donc, quelqu'un qui n'a jamais fait de tech de sa vie et qui va manager une équipe tech, je pense que ça peut être dangereux. Et peut-être ça peut marcher, hein, pour le coup, mais à mon avis, c'est dangereux. Je pense que c'est important de comprendre le quotidien des gens, etc. Par contre, un manager, il est là pour faire plein d'autres choses. Il va falloir, ce que je vais attendre, c'est qu'il ait des notions, effectivement, de méthodologie, de dynamique de groupe, des motivateurs en contact, toutes les choses que vous avez pu voir dans les conférences agiles, les campagnes, tout ça, c'est important. Et un manager doit savoir tout ça. Des notions de systémique, et de comment est-ce qu'on approche ça, la communication non violente. Il y a plein de sujets. Et en fait, on ne peut pas être expert partout. Ça ne marche pas. Le deuxième point, c'est que quand on est sur une position de management, on va s'éloigner du code. Sauf au tout début d'une startup, vous allez être très opérationnel, mais en même temps, au tout début d'une startup, vous n'avez pas besoin d'un manager. Ça ne va pas servir à grand-chose. Il y a très peu de gens, et il faut des gens qui aient les mains dans le cambouis et qui vivent de la valeur au quotidien, donc tout le monde est opérationnel. Quand on arrive au point où on a des managers, ces managers ne sont pas là pour faire de la tech, ils n'auront pas le temps de faire de la tech. Moi j'ai essayé. Chez Encore Store, j'ai essayé, à un moment donné, je me suis dit, je vais me remettre dedans. Ça faisait 4-5 ans que je n'avais pas vraiment codé, j'avais fait des petits trucs à côté, j'ai voulu me remettre dedans, j'ai jamais réussi. Et j'avais vraiment la volonté de le faire. J'ai jamais trouvé un moment où je me suis dit, j'ai même proposé. Je suis allé voir à un moment donné le VP of Engineering et je lui ai dit, tu sais quoi, pendant 1 mois et demi, je ne suis plus manager. Je vais être ingénieur junior et je vais aller coder avec l'équipe au quotidien pour me remettre dedans. Et il m'a dit, non, attends. On va en discuter. Donc non, vous n'êtes pas là pour ça, et il y a plein de choses qui vous allez apporter de la valeur. Par contre, le pendant qui est dangereux, si vous êtes très très fort techniquement et qu'on vous demande d'être très très fort techniquement, c'est que derrière on risque de vous demander de trancher sur des décisions techniques quand l'équipe n'arrive pas à se mettre d'accord. Et là je dis danger, parce que vous allez prendre des décisions sans avoir tous les clés du contexte. Et même en étant très bon, et même en étant conscient de ce qui se passe, vous n'êtes pas les mains dans le code. Il y a une des bases, c'est de dire c'est celui qui sait qui fait. D'accord ? C'est celui qui fait qui sait, pardon. Si vous n'êtes pas en train de réaliser les choses, oui, vous n'avez pas juste la big picture, oui, vous allez prendre des décisions qui peuvent être très cons, et c'est pas votre job. Donc, vous êtes là par contre pour challenger. Ça démontre un manque de confiance aussi. Oui, tout à fait. Non, alors, il peut y avoir un manque de confiance, mais ça peut être aussi le contexte de l'entreprise qui vous pousse à faire ça, parce qu'on vous demande d'être. C'est la perception, c'est les gens vont en avoir. Complètement. Et moi, je vois pas. Par contre, il y a des choses que vous pouvez faire pour aider les gens sur la partie technique, en posant des questions. Moi, je sais qu'en refinement, comment ça marche quand j'y vais, quand c'est moi qui les anime, je vais être super chiant, mais je ne vais pas prendre de décision technique. Par contre, je vais leur demander, il se passe quoi si ça pète à 2h du matin? Il se passe quoi si demain, le nom d'utilisateur est multiplié par 20? Il se passe quoi pendant Black Friday, ça va tenir? Est-ce qu'on va être les premiers au courant si ça pète avant nos utilisateurs? Et comment on réagit? C'est juste poser des questions, et les gens qui sont les experts, eux, vont trouver des solutions. Et c'est important de se rappeler de ces questions-là. Deuxième point, travailler sur la croissance. C'est important, aider les gens à grandir et à améliorer leurs compétences. Travailler sur la croissance, c'est super important parce que ça va permettre aussi de créer plus d'autonomie et de délégation. Déléguer des choses, ça ne s'invente pas, et surtout, on ne peut pas déléguer par équipe.
Il y a un livre qui s'appelle Turn the Ship Around de David Marquet, c'est un ancien commandant de sous-marin nucléaire de la Navy, qui a écrit un bouquin dans lequel il a expliqué comment il a complètement délégué la prise de décision dans son sous-marin. Il est allé à l'encontre de toutes les techniques de management classiques de la Navy, un super hiérarchique, un commandant qui prend toutes les décisions, et c'est le big boss. Et il a fait tout l'inverse. Il explique comment. Et l'un des éléments qu'il explique aussi, c'est comment il s'est ramassé sévère quand il a essayé au début. Parce qu'il est arrivé et il a dit, les gars, vous prenez des décisions. Et hop! Et ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas du tout pour plein de raisons. Premièrement, il faut donner du contexte et clarifier la mission. Pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on est censé faire. Et ça, même on peut avoir l'impression que c'est clair, mais ce n'est pas toujours le cas, donc il faut bien le préciser. Deuxièmement, il faut travailler sur les compétences. Les gens ont certaines compétences, mais il va falloir s'assurer qu'elles soient suffisamment fortes pour prendre les bonnes décisions. Si on a le contexte, l'objectif et les compétences, on délègue, terminé, moi je ne touche plus à rien. Je suis juste là pour m'assurer que le système fonctionne. Mon taf en tant que manager, c'est ça, travailler sur la mise en place du système. Je suis là pour faire en sorte que les gens puissent exploiter leurs compétences pour le bien de l'entreprise. Voilà, chacun son taf. Le dernier point, c'est de... Oh, merde, donc, ouais, tout le monde parle anglais, j'ai pas les mots en français. Là, assumer ses fautes. Assumer ses fautes. Oui, c'est ça. Assumer ses fautes. Merci beaucoup. Pourquoi c'est important? Parce que ça crée de la confiance aussi. On en a parlé ce matin, je sais peut-être à la keynote d'ailleurs, je sais plus, peu importe. Reconnaître ses erreurs, reconnaître ses fautes et les assumer publiquement devant tout le monde et pas essayer de cacher les trucs, c'est super important et ça crée de la confiance parce que ça crée aussi un contexte où on peut dire je me suis viandé. Enfin, voilà, les décisions c'était pas la bonne, maintenant avançons tous ensemble. On a eu une situation où à un moment donné, je suis encore fort sur l'astreinte. Quand on a commencé à beaucoup grandir, il y avait une question il y a de plus en plus de gens qui vont livrer du code. Aujourd'hui, ça se passe bien. Est-ce que ça va se passer bien dans 6 mois? Donc, on met en place une astreinte. On a travaillé sur un système d'astreinte qui était compliqué. Honnêtement, on l'a rendu très compliqué dès le début et qui est devenu obligatoire. Dès le début, il a été obligatoire. On en a discuté entre managers. On s'est dit, c'est pas une bonne idée de le rendre obligatoire. Et puis finalement, on a discuté. Alors, la réflexion, c'était si on ne le rend pas obligatoire et que personne ne veut le faire, on va être obligé de le rendre obligatoire. Du coup, c'est pas. Donc, on le rend obligatoire dès le début. On s'est dit, bon, on va voir. On l'a rendu obligatoire, alors je rappelle, on est en France. On a rendu l'astreinte obligatoire, les gens qui disent ouais, c'est vrai. Ben non, en fait. Donc personne n'était. Beaucoup de gens n'étaient pas contents. Beaucoup de gens ont exprimé le fait qu'ils n'étaient pas contents. Et il y a eu un manque, moi j'étais assez déçu, parce qu'il y a eu un manque de prise de responsabilité. J'aurais aimé qu'il y ait quelqu'un, un CTO ou autre, qui se pose dans un punch bowl, dans une réunion hebdomadaire à tout le monde en disant les gars, j'ai merdé. Voilà. On a pris une décision, c'était pas la bonne. Mais il y avait une vraie raison derrière. Maintenant, travaillons ensemble pour trouver la bonne solution. Et ce mea culpa, je le trouve super important parce que déjà, ça va me donner beaucoup plus confiance envers cette personne qui est mon N+X sur le fait que je peux lui faire confiance et il va reconnaître quand il a tort. Donc on peut discuter aussi, aller voir et lui dire je pense que tu as tort. Et deuxièmement, encore une fois, ça veut dire, si lui il le fait, ça veut dire qu'on peut tous le faire, on reconnaître que j'ai tort. C'est pas grave. Le système va l'accepter, les gens vont être là pour réagir à améliorer les choses. Je reste plus une minute, c'est vachement plus dur pour les premiers employés. Alors ça, pour ceux qui ont connu ou qui connaîtront un jour la croissance d'une startup, quand on arrive au début, ça ressemble vachement à ça. C'est une petite équipe, toute soudée, on prend toutes les décisions ensemble, c'est vachement cool, on est vachement investi, on y croit à mort, et les gens ils travaillent comme des oufs. Ils ont une vraie mission, et on ne les oblige pas à travailler comme des oufs. Il y a un truc naturel qui se met en place. Et ce truc naturel, il peut se conserver. Si vous créez de l'autonomie, vraiment de l'autonomie et de l'ownership, les gens décident de ce qu'ils font et de pourquoi ils le font. Ils ont un objet, ils ont une mission, un objectif, et c'est eux qui décident qu'est-ce qui se passe. L'investissement, il va se mettre en place tout seul. Et je peux vous assurer que même sans astreinte, le week-end, si ça pète, ils vont aller voir ce qui se passe. Parce qu'ils se sentent responsables de ce qu'ils ont fait. Il n'y a pas besoin d'aller mettre en place tout de suite. Maintenant, avec la croissance, ce qui va se passer, c'est ça. Au bout d'un moment, je me sens perdu. Il y a beaucoup de gens, je ne sais pas trop ce que je fais là, c'est quoi ma place? On ne m'écoute plus comme avant, on me demande plus ce que je pense. En tout cas, pas de la même manière. C'est normal. On va grandir et oui, il y a des choses qui vont changer, c'est comme ça. Par contre, il faut vachement accompagner ces gens. Il faut vachement accompagner ces gens-là pour pas qu'ils se sentent tout isolés. À la fin, voilà, je suis tout seul dans mon coin. J'aime beaucoup, je suis très très fier de ma télécommande. Et là, c'est stylé en plus. Mais je l'ai vu avec des gens qui ont du mal du coup à se sentir investis et qui se sentent frustrés. Et qui, du coup, il peut y avoir une espèce de cycle un peu toxique qui se met en place. Donc, il faut accompagner ces gens-là.
Et il faut exploiter leur expérience, même dans l'entreprise. Si l'entreprise elle a réussi et qu'aujourd'hui elle est en hyper-croissance, qu'elle a des sous, etc., je sais parce que ces gens-là, ils étaient là au début pour aller coder et pour aller créer le produit qui existe aujourd'hui, qui a permis d'aller chercher des sous. Donc, comment ils ont réussi à faire ça? Quels ont été les facteurs de réussite? Il y a des choses à apprendre de ça. Je pense qu'il faut exploiter ce truc-là et le diffuser et leur dire, présentez-le aux gens. Et régulièrement, venez faire des BDM, ce que vous voulez, pour aller le diffuser. C'est ça qu'on a fait au début, c'est comme ça qu'on fonctionne. Voyons qu'est-ce qu'on peut continuer à faire qui nous a permis de faire ça au début, même si ce ne sera pas exactement la même chose. Attention au contrôle, c'est super dur ça. C'est super dur parce que dès qu'on est dans une situation, en startup, on est dans une situation chaotique. Il y a des trucs qui marchent bien, il y a des trucs qu'on peut gérer, il y a des trucs qui vont être chaotiques et qui vont rester chaotiques. En tout cas, pendant un certain temps. Déjà, il faut en parler, le dire, ça on sait, c'est le bordel, bon, ben, c'est comme ça. Pour l'instant, on va vivre avec. Puis il y a d'autres sujets, on va aller travailler dessus et puis on va essayer de les améliorer. Mais mettre en place du contrôle, c'est un réflexe naturel parce qu'on sait faire ça. Et quand on est dans une situation qui est compliquée, c'est très facile de retourner sur ce genre d'acquis. Je veux mettre en place des choses que je sais faire, j'ai l'impression de maîtriser. Le contrôle, c'est un doudou, c'est comme les roadmaps, les estimations, c'est des doudous, c'est rassurant. On a l'impression que d'un coup, on maîtrise ce qui est en train de se passer, on vit dans un monde complexe, et tous ces trucs-là, ça nous donne la sensation de maîtrise, qui est assez illusoire, parce que je pense qu'aujourd'hui, la plupart des gens savent que ce soit les estimations, les roadmaps et tout ça, ça ne marche pas en fait. Ça a une valeur très discutable par rapport à l'investissement qui est mis là-dedans. La valeur est très discutable. Et surtout, il y a d'autres manières de faire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout faire ça. Ça veut dire qu'on peut le faire de manière différente pour que ce soit plus efficace. Donc, quand vous mettez en place des choses, comme je disais tout à l'heure, il faut travailler sur la confiance et les compétences. Si les gens ont les compétences, ils ont la bonne information, la bonne visibilité, en fait, il faut leur faire confiance, effectivement. Et si vous les avez recrutés juste pour leur dire qu'il faut faire comme ça, je pense que c'est dommage, on a loupé un bon truc. Moi, quand je recrute des gens, c'est parce que j'ai reconnu qu'ils ont une expertise que déjà je n'ai pas, parce que sinon je le fais moi, et parce que je sais qu'ils vont être capables d'assurer le job derrière. Et si je ne leur donne pas les moyens de le montrer en plus, de le faire, ça n'a plus aucun sens. Donc, travaillons là-dessus, et puis travaillez sur l'autonomie. Comment est-ce que je mets en place plus d'autonomie? Ça, c'est super important, mais ça va peut-être quand je mets en place un process, une règle de fonctionnement, peu importe, vous l'appelez comme vous voulez, il faut que je m'assure que ce que je mets en place, ça va aider les gens à être plus efficaces. Ce n'est pas une structure de contrôle, c'est un truc qui aide les gens à être plus efficaces. Je vais donner un exemple aussi, classique, que j'ai connu, pas que chez Encore mais plein d'autres endroits, et qui a un réflexe naturel que je comprends très bien. On ne livre pas en prod le vendredi. On le sait tellement bien qu'il y a un site internet qui existe là-dessus. Certainement, certains d'entre vous connaissent. Je vais vous donner 2-3 raisons pour ne pas aller livrer en prod le vendredi. La réponse est toujours non. Je pense que c'est pas la bonne question. En tout cas, c'est pas la bonne solution. Le fait de ne pas livrer en prod le vendredi, ça résout potentiellement le problème du vendredi. Ça ne résout pas vraiment le problème du samedi. C'est pas vrai, vous avez peut-être livré un bug le jeudi et vous ne savez pas encore. Donc ça veut dire qu'on ne livre pas le jeudi non plus, du coup. Mais on peut livrer un bug le mercredi et puis on ne va pas le voir, donc on ne livre pas le mercredi. Et donc en fait, je vais aller très loin comme ça, je vais à l'extrême, mais le fait de ne pas livrer en prod le vendredi, c'est un contrôle qui limite potentiellement le fait qu'il va se passer un truc pas cool le week-end parce que les gens sont pas là, on peut toucher. Blablabla. La vraie question à ça, au lieu de se dire j'interdis la livraison en prod le vendredi, parce qu'en plus c'est vachement infantilisant. On s'adresse à des équipes qui sont censées être des équipes techniques, matures, avec des gens qui ont quand même pas mal d'expérience, ou en tout cas où il n'y a pas que des juniors. Si on a une équipe où il n'y a que des juniors, je pense qu'on a loupé quelque chose dans la création du truc. Ce qui serait plus intéressant, c'est de se dire qu'est-ce que je fais, quels sont les éléments dont j'ai besoin pour pouvoir livrer en prod comme je veux sans que ce soit un souci. Il faut que j'ai un bon niveau d'alerting et de monitoring. S'il y a le moindre truc, si la plateforme se met à tousser en prod, je le sais tout de suite. Il faut que la pipeline de CI/CD, la livraison, le déploiement en production soit hyper simple. Donc je peux faire un rollback, c'est pas un souci. Il faut que j'ai des gens qui monitorent le truc. Et je mets en place les conditions du succès. Au lieu d'éviter juste de faire des erreurs, je vais mettre en place des conditions pour avoir un système qui vise l'excellence. Le dernier point qui est important, surtout quand vous grandissez, c'est que vous allez avoir plein de gens, plein d'équipes, et il va falloir définir des protocoles de communication entre ces équipes. Ça, oui, effectivement, à un moment donné, même si on sait tous qu'il faut créer des équipes indépendantes et qu'il y a plein de techniques pour faire tous ces trucs-là, l'indépendance complète, c'est extrêmement rare. Quoi qu'il arrive, à un moment donné, vous allez certainement faire des trucs qui vont affecter d'autres gens, et il faut en parler. Alors, il y a plein de techniques pour ça. On pourrait penser à plein de choses. Hein. Il y a le fameux
C'est quoi nous avons l'intention de. Donc c'est pareil, c'était un truc qui était utilisé par David Marquet dans son sous-marin. C'était j'ai l'intention de. Au lieu de dire oh non, on doit faire ça, est-ce que je le fais? Il disait juste j'ai l'intention de faire ça. Et le mec derrière dit ok, terminé. Et c'est juste je suis en train de diffuser l'information de voilà ce que je vais faire. Et les gens peuvent réagir autour tout de suite. Donc attention, c'est une connerie. Donc c'est un système de communication qui peut être efficace. Il y a le Scrum de Scrum. Moi j'ai beaucoup utilisé le Scrum de Scrum entre différentes équipes sur des gros projets. J'ai vraiment vu la puissance de ce truc-là. C'est super efficace si vraiment on le fait avec l'intention de partager l'information et d'anticiper des risques. Ça peut très très bien marcher. Plein d'autres manières de faire, mais définissez les protocoles et rendez-les clairs. Ce qui va être bordélique, c'est si voilà, il y a des gens qui font des trucs, on ne sait pas trop ce qui se passe. C'est pas très clair, on a un petit peu tous notre manière à nous de faire. Il va falloir un petit peu homogénéiser tout ça. Renforcer la culture. Voilà, 5 minutes, je suis vachement bien en fait. Ça, c'est 2 bouquins, je les ai cités déjà. Il y en a plein d'autres. Je pourrais vous en citer des dizaines, mais ceux-là, ils sont vraiment bien. Je pense que ça vaut le coup de les lire. Et puis, ça fait partie des derniers que j'ai lus et je me suis dit, ils sont pour mon coup. Ce que je retiens, c'est de ces 2 livres-là, principalement 4 choses. Donc, ce que je disais, créer un système qui vise l'excellence au lieu de créer un système qui évite les erreurs. Système qui évite les erreurs, interdit de livrer en prod le vendredi. Système qui vise l'excellence, qu'est-ce que je mets en place pour livrer en production n'importe quoi? Et que n'importe qui puisse le faire. N'importe quelle personne a le droit d'appuyer sur le bouton et elle est sereine sur le fait que ça va bien se passer, ou en tout cas, avec taper dessus. Deuxième point, la culture. La culture, alors ça c'est Simon Sinek qui en parlait vite fait dans une de ses vidéos il n'y a pas très longtemps. C'est la culture, elle est définie par les valeurs de l'entreprise et les comportements que vous acceptez et que vous n'acceptez pas. Ça veut dire aussi que la personne la plus performante du monde, si elle a des comportements qui ne sont pas alignés avec vos valeurs, elle ne doit pas travailler chez vous. Parce qu'au final, en fait, elle n'apporte pas tellement de valeur et elle va avoir des impacts sur la dynamique et sur tout ce qui se passe autour. Donc les valeurs et les comportements, c'est là-dessus que vous allez construire votre culture. Ça découle du deuxième. La culture, c'est avant tout le travail des fondateurs. Et pour moi, l'une des choses les plus importantes qu'ils vont faire, il y a la stratégie d'entreprise et tout ça, mais l'une des choses les plus importantes qu'ils vont pouvoir faire dans leur startup, c'est d'incarner la culture et de s'assurer que cette culture-là, elle perdure. Votre culture, elle va évoluer, mais vos valeurs peuvent être les mêmes. Et si vous vous attardez au comportement, vous allez pouvoir quand même conserver ça. Elle va se renchérir avec les gens qui vont arriver. Il faut savoir que quand vous recrutez du monde, ils amènent une partie des cultures qu'ils ont accumulées au fil du temps. Donc il faut faire attention à ça. Parce que ça peut vous échapper très rapidement, vous grandissez très vite. C'est extrêmement facile de se perdre et d'avoir une culture à la fin. Moi, Mathieu Landrin, quand il a commencé la croissance, une des questions que lui avait posées un candidat, c'était « Qu'est-ce qui te fait peur dans cette croissance-là » Et sa réponse, c'était « Ce qui me fait peur, c'est de construire l'équipe et à la fin de ne pas me reconnaître dans cette équipe. D'avoir grandi, finalement, je suis dans une équipe où je n'ai pas envie de bosser. Ça, je ne me sens pas bien. » Voilà. Le dernier, c'est votre culture, ça ne peut pas être pour tout le monde. Et ça, c'est un truc que je trouve intéressant. La culture, c'est autant quelque chose qui attire les gens que quelque chose qui va les faire fuir. Si votre culture, elle plaît à tout le monde, il y a des chances pour que ce ne soit pas une culture très forte. Et c'est normal. Et encore une fois, moi, le bouquin de Netflix, quand je l'ai lu, je me suis dit, c'est vachement cool. J'ai appris plein de trucs intéressants, je n'irai jamais bosser chez eux. Ça ne m'intéresse pas. J'avais lu la biographie d'Elon Musk il y a quelques années. C'est pareil, je me suis dit, jamais de la vie, j'irai bosser pour ces boîtes. Mais c'est pas ma culture. Alors qu'il y a des gens qui vont être super contents d'y aller. Quand avant encore ça, j'étais dans une autre startup qui s'appelle Vestir Collective. Je suis parti parce que je ne me reconnaissais plus dans l'entreprise, dans la manière de travailler, dans la culture de l'entreprise. Je me disais, c'est ouf, moi je peux plus, je supporte plus. Il faut vraiment que je parte. Et j'en discutais avec des gens qui m'ont dit, mais moi je suis venu pour ça. J'adore travailler avec ce CEO, j'ai travaillé avec lui avant, et c'est pour ça que je suis venu. Ça me correspond. Donc la culture, elle n'est pas. C'est pas qu'il peut y avoir des cultures toxiques et autres, mais dans l'absolu, plus que c'est bon ou c'est mauvais, c'est juste ça ne me correspond pas. C'est pas mon environnement. C'est pas la tâche de reste. Voilà. Merci beaucoup. Il y a le petit QR code pour les robotiques, vous connaissez tous. Et puis, si vous avez des questions, je serai ravi. Et j'ai terminé ça en temps. Je suis assez fier de moi. Ouais.
Merci pour l'histoire. On a l'impression que ça s'est bien passé malgré tout. Oui. Et tu as parlé à un moment de l'onboarding ou de certains problèmes que vous avez eus. Oui. Rétrospectivement, sur l'année et demie qui s'est écoulée, c'est quoi le plus gros problème? Sur de l'onboarding? Non, sur... Au global? Ouais. Si Est-ce qu'il y en a on- un qui se détache? Oui, mais c'est très, très subjectif, du coup, c'est mon avis à moi. Moi, j'ai été déçu par... Il y a une espèce de top-down qui s'est mis en place dans cette croissance. Et l'une des raisons, moi j'ai quitté Encore Store depuis, et l'une des raisons, c'est que j'ai eu l'impression à un moment donné que j'étais plus un agent de stabilisation. Ce que j'ai souvent ressenti comme Scrum Master ou Coach Agile, c'est qu'à un moment donné, je suis là pour faire passer les idées des gens au-dessus et faire en sorte que ça fasse pas trop de bruit en dessous. Et c'était pas... C'est un peu exagéré ce que je dis, mais il y a eu des situations où je me suis dit, bah là en fait, j'ai même pas l'impression moi d'avoir des leviers. Quand je suis parti, j'étais responsable, j'étais engineering director, donc responsable d'une des tribes, et même sur cette tribe-là, je me dis même, tu parles trop. Même sur cette tribe-là, il y a eu un moment où je sentais que je n'avais pas pouvoir de décision complètement sur ce qui se passait. Donc, en ce qui me concerne moi personnellement, c'était la plus grosse problématique. Le top-down, je pense qu'il n'était pas... Je comprends qu'il y ait du top-down, il y a des sujets sur lesquels c'est normal qu'il y en ait. Il y en a d'autres sur lesquels je me suis dit, là, je pense qu'on aurait pu faire autrement, que ça aurait été plus efficace. Et en fait, la question sous-jacente à tout ça, c'est est-ce que c'est bien, est-ce qu'il faut grandir comme ça, est-ce qu'il faut aller plus vite? Il n'y a pas de bien ou pas bien, c'est pas une nécessité. Parce que plutôt que de penser à la croissance de vos équipes, pensez à la croissance de la valeur que vous délivrez. En fait, je pense qu'on aurait pu continuer à se concentrer sur la valeur et y aller différemment sur le recrutement et former des équipes petit à petit, que de se dire on va créer plein d'équipes et du coup on aura plein de gens qui vont faire plein de trucs. Ça ne marche pas vraiment. Ceci dit, oui, ils ont réussi et oui, aujourd'hui c'est quelque chose qui tourne et qui se passe bien. Merci. Oui. Au début, tu as parlé on a parlé des entreprises, c'était quoi une start-up? Oui. C'est une entreprise qui fait une innovation qui n'a pas beaucoup d'argent. Oui. Et tu as parlé aussi, tu as dit à un moment donné, qu'au début, là, vous aviez au début pas beaucoup d'argent, de l'argent, Oui. puis trop d'argent. Oui. Est-ce que tu peux me parler du trop d'argent? Ils ont levé en 5 mois 350 millions. C'est quoi le problème? Trop d'argent, c'est que, alors c'est pas que ce soit un problème, c'est que trop d'argent, ça veut dire aussi que tes investisseurs et ta board derrière te disent qu'il faut dépenser. Tu as levé des sous avec un objectif spécifique. Cette croissance, c'était une stratégie d'entreprise, mais c'était aussi, il y a eu derrière, la board a poussé les gens en disant bah, maintenant il faut recruter, il faut y aller, il faut dépenser des sous. Et donc ce trop d'argent, je pense que c'est bien sûr c'est confortable, ils ont des sous, et tant mieux. Enfin, très très content pour eux. En plus, pour le vrai, il y a un vrai produit derrière. Ça a été dur pour moi de partir dans Encore Store parce que j'aimais bien. Hein, il y avait une mission derrière qui me parlait vraiment beaucoup. Mais je pense qu'avec quand tu dois rationaliser un petit peu plus tes choix, peut-être que justement tu vas moins partir dans des folies de cette hyper croissance. Moi, je ne conseille pas forcément. C'est pas quelque chose que je conseillerais de refaire. Aujourd'hui, quand j'ai rencontré pas mal de startups depuis le mois de juillet. Là. J'ai discuté souvent avec les fondateurs. Et sur cette question-là, je dis non, moi je ne conseille pas de faire cette expérience-là, de recruter. Alors moi j'ai parlé de la tech, mais si on prend l'entreprise dans sa globalité, recruter 800 personnes en un an, ça a des impacts. Hein. C'est pour ça que je dis trop d'argent. Trop d'argent, mais de ce qu'on leur a demandé dans le Je pense que ça aurait pu être un peu plus. Est-ce que cette aisance financière, ce beau marque-là, ça ne permet pas de masquer des inefficacités ou des inefficiences, soit au niveau de l'entreprise ou dans les Non, les gens sont très conscients. Argent ou pas argent, les gens sont très conscients. Si je te pose la question à tout le monde, moi j'ai déjà travaillé à la BNP, ils ont énormément d'argent, tout le monde est très conscient de ce qu'ils mangent pas. C'est très bien, qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui va pas. Donc c'est juste, tu as un certain confort, mais ça ne va pas changer la perception des gens sur... tu es content, tu te dis, bah, si on arrive à lever des sous, c'est qu'a priori on a quand même un bon produit. Mais les inefficacités, elles ne sont pas masquées. Et de toute façon, tu ne peux pas les masquer, même si tu veux, les gens sont pas bêtes. Quand tu es au quotidien, tu sais ce qui se passe, et soit tu le dis, soit tu le dis pas, mais dans l'absolu, les gens sont conscients. Si ça vous intéresse, l'histoire d'avoir trop d'argent, il y a un bouquin qui s'appelle L'autre loi de la jungle. Ah L'autre loi de la jungle, l'entraide de l'autre loi de la jungle, qui a une énorme partie sur cette notion de quand on a trop de ressources, ça pose un certain nombre de problèmes. Je vous conseille fortement de le lire. Sur la surexploitation.
pas vous étant ancien de mais qu'est-ce que ça fait d'avoir trop de ressources? À quel point ça peut dérégler un système d'avoir trop de ressources? Je pense qu'on ne se pose pas les mêmes questions. Effectivement, on en parlait tout à l'heure avec Léo et Jean-Pierre. Il y a le côté, on sait qu'aujourd'hui, les entreprises et les startups qui sont en train de disrupter le marché, parce que c'est un mot à la mode, c'est des entreprises justement qui ont cette notion d'urgence et de survie. Pourquoi Alan a réussi à aller attaquer et faire peur à des grosses entreprises? C'est juste parce qu'eux, ils étaient dans une situation où si on ne fait pas le bon truc maintenant, le mois prochain, on n'existe plus. Tu ne te poses pas les mêmes questions et tu te concentres vraiment sur tes utilisateurs et qu'est-ce qui crée de la valeur, pourquoi ils vont rester chez nous absolument, pourquoi les autres ils vont nous mettre. C'est vrai que quand tu as plus d'argent, tu n'es pas sur la même dynamique. Ceci dit, aujourd'hui, on est dans une dynamique de marché qui fait que ça a changé la donne. Aujourd'hui, les investisseurs commencent à dire, au lieu de dire on y va, on y met de l'argent et puis on va grandir et c'est trop bien, vu que le marché global et tous les événements au niveau mondial ont remis en cause le fait qu'il y a plein d'argent, aujourd'hui les investisseurs disent aussi, ok, quand est-ce que tu penses que tu es rentable et que ton produit rapporte de la valeur? Je trouve ça plutôt bien en fait, comme nouveau paradigme. Ça aurait toujours dû être comme ça. Se dire, non, en fait, est-ce que mon produit il a du sens et comment je m'assure de le faire grandir pour qu'il en ait plus de choses. Oui. D'après ton expérience, comment garder une vision produit ou boîte commune assez forte et pas s'éparpiller quand on grandit si vite? Alors, les OKR, c'est un très très bon outil. Okay. Les OKR, c'est vraiment un très bon outil quand c'est vraiment des OKR. Pourquoi je dis ça? Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais les OKR se transforment très très rapidement en roadmap. Et les discussions qui en découlent ne sont pas du tout les mêmes. Donc, se concentrer sur les OKR et réexpliquer. Et je ne dis pas que les gens le font intentionnellement ou c'est de mauvaises intentions, c'est juste que c'est facile de dériver quand on ne maîtrise pas bien le sujet. Donc, vraiment exploiter les OKR et mettre en place cette dynamique-là, c'est encore une fois, tu vas aligner l'ensemble des objectifs de la boîte sur la mission qui découle d'en haut et tu vas donner de l'autonomie aux gens pour définir. Ça, c'est les objectifs, et voilà comment nous, on a décidé de travailler dessus. C'est super efficace. Certainement d'autres choses, mais c'est le premier qui me vient. C'est bientôt l'heure d'aller écouter Jean-Pierre. Merci beaucoup. Merci.